Le cercle RH dans Smart Job, on va parler de la parité. Et la parité jusqu'au sommet des entreprises, c'est encore mieux que la parité, on va dire, dans son sens le plus large. On va parler du sujet avec deux femmes spécialistes. Marie-Pierre Rixain, bonjour. Bonjour. Députée, je vais essayer de ne rien oublier, députée de la 4e circonscription de l'Essonne depuis 2017. Auteure de la loi pour l'égalité, enfin l'accélération de l'égalité économique et professionnelle qui était promulguée le 26 décembre 2021. Tout est bon. 24 décembre, pardon. Et Corinne Hardy, bonjour. Bonjour. Donc présidente de l'Alliance pour la mixité en entreprise. Plein d'autres fonctions également, je ne vais pas toutes les citer, je préfère garder le temps pour le débat. Je sais que vous organisiez le 28 novembre la soirée événement Évidence pour l'association à l'Alliance pour la mixité en entreprise. Il y avait deux sujets, dont notamment la parité dans les entreprises, notamment la parité dans la gouvernance. Où en est-on? Donc la première question, c'est ça, quelle a été la réponse le 28 novembre à cette question essentielle? Alors, le 28 novembre, c'était déjà l'occasion de réaffirmer pourquoi c'est un enjeu, pourquoi c'est important et donc pourquoi c'est une question centrale par rapport à l'égalité professionnelle. Ensuite, ça a été l'opportunité, grâce en particulier à Mme Marie-Pierre Rixain, de faire un bilan de la loi et d'identifier en fait quels sont les angles morts et ce qui nous reste à faire. Et puis ensuite, de voir comment nous pouvons accompagner les entreprises pour qu'elles puissent atteindre ces objectifs. D'ailleurs, c'est à vous que je vais adresser la deuxième question. La dynamique actuelle, comment vous la percevez, et notamment grâce à votre loi, si j'ose dire, comment vous sentez le mouvement actuel? Alors, il y a deux dynamiques. La première, c'est qu'il y a eu un phénomène d'anticipation de la part des entreprises qui, avant même la promulgation de la loi, avaient anticipé le fait que ce sujet allait être à l'agenda politique. Et donc, on a eu un phénomène d'accélération. C'est comme ça qu'en l'espace de 8 ans, eh bien, nous avons dépassé les objectifs, en tout cas initiaux. Et en l'espace de 4 ans, nous sommes passés de 18% à 27,3% de femmes dans les COMEX et les CODIR, avec également probablement un changement également à l'intérieur de ces COMEX et des CODIR. On voit en effet un certain nombre, par exemple, de CODIR et des COMEX qui s'élargissent, qui intègrent des postes qui sont davantage, il faut bien le dire, occupés par des femmes. Mais cela en vue également de professionnaliser davantage ces COMEX et des CODIR, de les rendre plus performants et d'intégrer des postes qui jusqu'à présent n'étaient pas intégrés dans ces instances de décision, et permettre du coup à des femmes d'acquérir davantage de visibilité et également de postes stratégiques et politiques à l'intérieur des entreprises afin de leur permettre ensuite d'occuper des postes notamment de direction générale. Et justement, vous me tendez la perche. On a 3 femmes directrices générales d'une entreprise du CAC 40. On va regarder la liste qui est relativement courte, on ne va pas se le cacher, sur 40 positions de tête d'affiche d'entreprises du CAC 40. Donc on a Catherine McGregor chez Engie, Christelle Heidemann chez Orange et Estelle Brachlianoff chez Veolia. J'ai envie de vous demander, Corinne Hardy, est-ce que quand on regarde les têtes d'affiche, est-ce qu'on se trompe pas de combat peut-être? Est-ce qu'il n'y a pas un côté... Ça fait un peu un écran de fumée et c'est peut-être pas l'essentiel de regarder les premiers noms? Alors, ce n'est peut-être pas l'essentiel, mais c'est important également d'avoir des rôles modèles et d'envoyer des signaux positifs sur le fait qu'il y a une évolution. Mais effectivement, cela ne suffit pas. C'est un véritable travail de fond sur la gouvernance des entreprises, travail de fond sur une réelle égalité des instances dirigeantes. Et réelle égalité, ça veut dire en termes de type de fonction, ça veut dire également une réelle égalité en termes de salaire, puisque les différences de salaire s'accroissent au fur et à mesure qu'on grimpe. On monte dans la hiérarchie. On monte dans la hiérarchie. Et puis, c'est un véritable changement culturel. Il faut créer des viviers. Il faut vraiment revoir la gouvernance de l'entreprise, pas seulement au plus haut niveau. Donc oui, ça ne suffit pas, mais ça y contribue parce que aussi ça montre que c'est possible, et donc c'est ce qu'on appelle les rôles modèles. C'est l'effet rôle modèle, et justement quand vous parliez des viviers, j'ai lu qu'un groupe comme Airbus par exemple disait, nous on voudrait bien avoir plus de femmes, sauf que dans nos viviers de recrutement, c'est très masculin. Comment on peut faire en sorte que les viviers se féminisent, donc, c'est-à-dire travailler plus la source en amont en fait?
L'enjeu, il est véritablement là. C'est-à-dire que pour avoir des femmes directrices générales, il faut aussi qu'il y ait davantage d'instances de direction qui se féminisent. Et il faut également que les postes N-1, N-2 Toutes les strates, se féminisent. Et ça signifie également qu'il faut qu'il y ait des compétences, peut-être d'abord qui s'élargissent. A-t-on besoin de cocher l'ensemble des cases, comme c'était le cas jusqu'à présent, pour occuper des postes, notamment managériales? C'est pas forcément nécessaire, les entreprises le reconnaissent. Et puis d'autre part, il y a un enjeu évidemment au niveau des carrières scientifiques des femmes. Et pour cela, il y a aussi un certain nombre de signaux. C'est-à-dire que si dans des entreprises comme Airbus ou dans des entreprises industrielles, il y a davantage de femmes qui occupent des postes managériaux, c'est d'autant plus un signal envoyé aux jeunes filles pour leur dire qu'elles ont la place, leur place aussi. Dans ces entreprises, et donc elles ont leur place également dans les formations scientifiques. Donc c'est un cercle vertueux. Je sens que Corinne, vous voulez réagir. Oui, je voulais juste rajouter, effectivement, c'est très important de donner envie aux jeunes filles, de leur montrer des possibles. Il y a aussi quelque chose qui me semble un peu un angle mort dans ces discussions. Il y a un phénomène qu'on a baptisé opting out, qui est le fait que beaucoup de femmes, plutôt seniors, quittent le monde de l'entreprise parce qu'elles sont un peu épuisées. Parce qu'elles doivent en faire plus. Parce qu'elles doivent en faire plus. Et là, il y a un levier de talent qui correspond quand même beaucoup à des compétences qui pourraient être utilisées dans les postes de direction. Et je pense que c'est également un réservoir que l'on ne travaille peut-être pas suffisamment. On se compare beaucoup avec les autres pays occidentaux de l'Union européenne. La France, on se situe où dans le classement? Est-ce qu'on est de bons élèves? Alors clairement, depuis l'adoption de la loi, nous sommes passés dans les 5 pays européens qui ont le davantage en avance, notamment sur la féminisation des COMEX et des CODIR. Nous avons supplanté les États-Unis depuis l'année dernière d'un point. Et on voit notamment que dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, autant au niveau des boards, la tendance reste la même. En revanche, sur la féminisation des instances de direction et des fonctions managériales, il y a clairement une rétrogradation depuis 2023, ce qui ne s'était pas produit depuis une dizaine d'années. Donc on voit également à quel point une loi permet également à la France de se prémunir contre parfois ces tendances de rétractation et de maintenir ce point qui, rappelons-le, au-delà des enjeux éthiques d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est également évidemment un sujet de performance des entreprises. Cela leur permet d'élargir leur vivier de recrutement et évidemment d'avoir les meilleurs talents, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, au sein de leurs équipes. Alors justement, pour ces risques de reflux, on va dire, j'avais lu que Mercedes Serra, donc la fondatrice de BETC, avait mis en garde, avait dit attention, on peut très bien avoir des retours en arrière. J'ai lu également que dans certains COMEX, il y avait des remarques qui sont très clairement sexistes, du genre c'est bon, on a fait rentrer des femmes, on a les quotas, maintenant focalisons-nous pour retrouver des talents. Ce type de situation qui, j'imagine, provoque aussi, encourage le syndrome de l'imposteur chez beaucoup de femmes, comment on peut justement le combattre? Est-ce que c'est insidieux? Alors, je pense qu'il y a différents leviers. Ces problématiques sont complexes et en fait, elles sont multifactorielles et il faut actionner différents leviers. Le premier, et c'est très important et vos propos le soulignent, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est du change management. Ça prend du temps. Il faut changer non seulement la culture, il faut changer les stéréotypes. Il faut changer la gouvernance. Quand vous dites accompagnement, c'est l'entreprise, pas forcément les femmes qui peuvent monter en compétences. Accompagnement des entreprises, montrer quels sont les bénéfices pour tous et pas seulement pour les femmes. Donc beaucoup accompagner. Le deuxième, c'est effectivement travailler ce qu'on peut appeler les amont, travailler justement les viviers, travailler pour faire en sorte que tous les talents puissent se déployer. Ce que vous disiez avant sur le fait que les petites filles obtiennent le message que tel type de métier ne leur est pas interdit sous prétexte qu'elles sont des filles et pas des garçons. Oui, pour qu'il y ait plus de femmes. Ça s'améliore quand même. Pas assez vite. Pas assez vite. Le pourcentage de femmes dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, stagne. Ce qu'on avait traité il n'y a pas longtemps dans l'émission. Je voyais que vous vouliez réagir. Là, je sentais une... Oui, c'est-à-dire que le sujet du soupçon d'incompétence pèse, vous l'aurez remarqué, toujours sur les femmes. Vous imaginez bien que lorsqu'une femme intègre un poste de direction à l'intérieur d'une grande entreprise, cela amène à la fois un certain nombre de compétences, mais également d'expérience à des postes de direction qu'elle aura occupés pendant un certain nombre d'années. Et donc, on ne peut pas imaginer que ces femmes puissent être incompétentes au poste qu'elles occupent.
le sujet du quota, c'est avant tout un chemin, c'est un instrument qui permet aux entreprises de féminiser leurs équipes. Et en aucun cas un phénomène, je dirais, de stigmatisation des équipes masculines sur leurs propres compétences. Nous ne sommes pas en train de dire que les hommes n'ont pas leur place, évidemment, dans les postes qu'ils occupent, mais qu'en effet, il faut que les postes de direction managériaux deviennent plus mixtes afin qu'il y ait davantage de diversité. Et j'ai envie de vous dire aussi, vous savez, ce soupçon d'incompétence quant au quota, on le connaît dans d'autres secteurs, et en particulier la politique. Et pour autant, notre pays fonctionne, et les entreprises qui ont féminisé leur board aujourd'hui ne se sont pas écroulées et au contraire fleurissent. Pas mal de pays dirigés par des femmes comme la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que ce pays-là, n'a jamais été en déficit ou en problématique à cause d'une première ministre femme. Pour continuer sur le sujet, qu'est-ce que vous pensez toutes les deux des baromètres ou des, je ne vais pas dire des effets d'annonce, mais par exemple l'ONG Active de Marlène Schiappa qui vient de lister 40 femmes potentiellement CEO d'entreprises du CAC 40. On a aussi le baromètre, donc l'importante Arba, qui a fait une liste donc, des 40 entreprises du CAC 40. On peut d'ailleurs voir la liste pour voir quelles entreprises en fait, intègrent le mieux des femmes dans leurs équipes et notamment de direction. Est-ce que ce type de communication, pour vous, ça a un impact et quel impact ? Alors, c'est absolument d'abord essentiel, en effet, de donner davantage de visibilité à des femmes qui occupent des postes absolument stratégiques à l'intérieur de certaines entreprises et qui ne sont absolument pas médiatisées, à l'inverse d'autres hommes qui le sont. Donc ça me paraît absolument essentiel. La visibilité fait partie, j'ai envie de dire, de la démarche pour intégrer ensuite et occuper des postes de direction. Je noterai d'ailleurs que parmi les femmes qui ont été identifiées par l'ONG Active, il y a des femmes aujourd'hui qui occupent des postes déjà de direction générale. Je pense à Cécile Belliot, par exemple, qui dirige l'entreprise Bell. Nous avons également la nécessité j'ai envie de dire, de regarder dans le détail là où le bas blesse. Et le bas blesse bien en amont, en fait, de la nomination de ces femmes à des postes de direction de postes de groupes d'entreprises du CAC 40, mais notamment sur les postes managériaux, les N-1 et les N-2 dont je vous parlais tout à l'heure, parce que c'est précisément là où les femmes sont, j'ai envie de dire, sous-évaluées quant à leurs propres compétences. Il y a un certain nombre de biais, tout cela a été extrêmement renseigné, de biais genrés notamment, quant aux compétences prétendues ou à la sous-compétence des femmes. Et c'est là précisément que le bas blesse et c'est là que nous devons agir. Quant à ces initiatives, je crois qu'elles sont heureuses pour enfin répondre à la fameuse question que tout le monde se pose. Nous voulons bien recruter des femmes, nous voulons bien des femmes, mais nous n'en trouvons pas. Là, la réponse est clairement de dire il y en a et nous vous les présentons. D'ailleurs, vous parliez de créer des rôles modèles, et créer des rôles modèles, c'est aussi créer un storytelling autour de certaines personnalités. Ça contribue peut-être à ça même indirectement, c'est créer des histoires, des personnalités qui vont être visibles et donc auxquelles on pourrait penser pour des postes importants. Tout à fait. Mais je voulais juste rajouter également par rapport à la mesure de l'égalité, c'est un point crucial, c'est un point clé. Effectivement, il y a différents baromètres, il y a différents moyens de mesurer. On ne peut travailler que ce qu'on connaît bien. Donc la question d'avoir véritablement un tableau de bord qui soit non seulement, bien sûr, pour montrer que l'on respecte les obligations légales, pour montrer qu'on peut y arriver, qu'il y a des exemples, mais également un véritable tableau de bord qui soit un outil de prise de décision dans l'entreprise pour identifier là où il faut encore accélérer. C'est un sujet crucial. C'est d'ailleurs le sujet principal de l'âme en 2025. Sous réserve qu'on ne contourne pas, comme vous me disiez en amont de cette émission, notamment les shadow comex qui avant étaient plutôt un concept positif et là qui sont en train de devenir un concept plutôt pour détourner les règles et les quotas à respecter. Raison pour laquelle, je tiens à le dire, je le dis à chaque fois, mais ça me semble important, que la loi, donc du 24 décembre 2021, définit précisément dans la loi, à travers un nouvel article du Code du commerce, ce que sont les instances direction et véritablement ces instances qui accompagnent la direction générale dans sa prise de décision. Donc,
les Shadow, Comex, Codir continueront peut-être d'exister sur, par exemple, des terrains de golf, mais pour autant, la loi définit précisément ces instances de direction. Donc, si d'aventure ces instances de direction devaient s'appeler instances ou Codir ou comité de développement, ce sont précisément ces instances-là qui seront concernées par la loi. Et je crois que c'est important que les entreprises l'aient en tête. On ne pourra pas les empêcher d'exister, ces centres d'influence un peu non officiels, mais on peut limiter justement leur impact. C'est un peu ça le message. Il faut dire aussi aux femmes d'intégrer ces instances-là. D'aller sur les parcours Bien de sûr, golf. absolument, à ne pas hésiter à prendre une carte dans un club de golf, à se mettre au tennis, à prendre une loge dans un club de foot et intégrer ces cercles de pouvoir et à elle-même avoir la pratique du pouvoir. Parce que ici même, nous parlons finalement de quoi ? Nous parlons de l'exercice et du partage du pouvoir économique. Et il faut effectivement que les femmes, et elles savent très bien le faire, contrairement à ce que l'on imagine, intègrent ces cercles de pouvoir. Ce que l'on dit juste là, c'est que les femmes savent le faire, aux entreprises, de leur ouvrir la porte. Merci beaucoup, Corinne Hardy, je le rappelle, présidente de l'Alliance pour la mixité en entreprise, et Marie-Pierre Rixain, donc députée de l'Essonne depuis 2017, auteure de la loi Rixain. C'est classe quand même d'avoir une loi à son nom. Je vous réinviterai, je pense, parce qu'en 15 minutes, on a à peine survolé le sujet. Smart Job, c'est bientôt fini. Avec Fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser aux techniques de recherche d'emploi des jeunes diplômés. Vous allez le voir, on va parler IA, on va parler flexibilité, on va même parler de congés sabbatiques.